Autre question concernant votre étude, la dernière dont vous avez publié l'abstract. Avez-vous une idée de quand elle va sortir? Parce que peut-être que ça nous éclairerait définitivement sur le protocole à suivre et peut-être repermettre en France, si vous étiez entendu, aux médecins de première ligne, aux médecins traitants, cette possibilité d'utiliser ou pas cette molécule selon les résultats dont vous allez nous parler, et donc cette liberté de prescription en France qui, quelque part, a été interdite. Et dans la région où je suis élue, comme Monsieur Becht, la problématique était que des patients ont sursaturé les établissements, et je pense qu'on aurait pu éviter en effet ce transfert en hospitalisation. Là encore, si les médecins de première ligne avaient eu le droit de dépister, d'isoler, de confiner peut-être, mais surtout de traiter, ce qui a manqué complètement dans la stratégie, il me semble. Merci. Professeur. Alors, deux choses. L'arrêté du premier arrêté du ministre, ça a été plus subtil que ça. Pour répondre au truc, il mettait notamment. Donc, c'était notamment aux formes les plus graves, mais c'était notamment. Donc, ce qui fait que je l'ai appelé et il m'a dit, il a marqué notamment, donc ça veut dire que notamment. Donc c'est une subtilité qui permettait, pour ceux qui ne lisaient pas, qui ne faisaient pas l'exégèse du texte, de dire que les formes qui n'étaient pas graves ne pouvaient pas être testées. Donc j'ai continué à les traiter en accord avec l'arrêté. La deuxième chose, je suis d'accord. Je pense que l'environnement. D'abord, moi, quand j'ai commencé à discuter avec le ministère, on m'a tout de suite dit celui qui va gérer les essais, celui qui va faire le truc, c'est Yazdan, dès le début. Et dès le début, il m'a parlé que du remdesivir, dès le début. Avant même que la sensibilité du remdesivir au virus soit testée. Donc, moi, je dis, mais sur le SARS, en particulier, il y a un antibiotique par voie injectable qui s'appelle le Targocide, qui marche bien, qui avait été testé, pour lequel il y a un brevet. Donc, il y a des solutions alternatives. Il n'y avait pas que ça. Donc, ça, c'est un point. Je suis très sceptique sur la qualité de l'environnement pour les médicaments et pour les choix thérapeutiques du ministre. Je pense que son environnement n'est, comme je vous l'ai dit, l'ancien directeur de la NSM et l'ancien président de l'HAS ont exprimé publiquement leur désaccord avec leurs successeurs, et je suis d'accord avec les prédécesseurs. Donc je pense que, et je crois que c'est très important, si je peux l'exprimer comme ça, à ma manière, vous me pardonnerez. Vous savez, ces ministres, effectivement, ont des problèmes, c'est qu'ils ne restent pas très longtemps, mais théoriquement, ils ont une garde prétorienne, si vous voulez, de directeurs de très très grande qualité. Si les directeurs qui sont autour ne sont pas de très très grande qualité, ne font pas mur entre le flux d'informations alarmantes permanent auquel est soumis le ministre, s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a personne qui traite les données d'une manière efficace et sérieuse, alors le ministre est exposé d'une manière qui est insupportable. Donc je pense ça, et je pense que donc il faudra, c'est une des choses, me demander à l'avenir, je pense qu'il faudra être extrêmement attentif à la qualité des gens qui sont mis en place pour constituer ce que j'appelle la garde prétorienne, si vous voulez, la première sécurité des ministres, pour assurer leur qualité de façon à ce que le ministre ne soit pas submergé d'informations inquiétantes, qui ne se révèlent jamais vraies, parce que tout ça n'a jamais été publié. Après, moi, je peux vous dire que les informations qui ont circulé, le nombre de morts prétendues, vous le savez, je crois que vous avez fait un truc où on disait il y a eu tant de morts avec l'hydroxychloroquine et tant d'arrêts cardiaques, et après, il restait rien du tout quand c'était analysé. C'était pas vrai. Mais c'était transmis directement et sans décoffrage au ministre de la Santé, qui était affolé par ce flux d'informations affolées. Donc il faut faire attention que la garde prétorienne ait des nerfs et de la connaissance. Parce que sinon, on affole les gens en place et après, ils prennent des décisions liées au niveau d'information qu'ils ont. Et quand, même si je crois que le ministre écoute ce que je dis, après, c'est pas la seule information qu'il ait. C'est pas moi qui suis en permanence à le conseiller et à lui donner des conseils. Donc, si les conseils de proximité sont faits par des gens qui n'ont pas les nerfs ou qui n'ont pas la compétence, c'est un véritable problème. Monsieur le professeur, vous portez un constat sévère et grave, puisque vous décrivez un peu un ministre sous influence, avec des directeurs. Quel directeur vous ciblez aujourd'hui sur cette faiblesse ? Clairement, pour les médicaments, c'est le directeur de la NSM et puis le président de la Haute Autorité de Santé. Clairement, c'est eux qui ont pris ces décisions. C'est vrai que le conseiller de maladies infectieuses
et là aussi il y a des conflits d'intérêts extrêmement sérieux dans la haute autorité de santé, que vous pouvez regarder sur Internet aussi, hein, c'est pas compliqué tout ça. Donc il y a là des réflexions à avoir, encore une fois, de fond sur... Je ne dis pas que le ministre est sous influence. Un ministre ne peut pas ne pas être sous influence. Il a un cabinet qu'il n'a pas choisi, il a des directeurs qu'il n'a pas choisis, il arrive au milieu d'une crise. Donc si les gens qui représentent la force institutionnelle n'ont pas la capacité de le protéger, et au contraire lui font croire que pour le protéger, il faut qu'il interdise des choses qui vont tuer les gens, bien entendu, on arrive à des situations qui finissent par être paradoxales, où on finit par être seul au monde quand même à penser ça. Donc à prendre des mesures aussi radicales quand même. Hein. Donc je pense que ça doit amener sûrement une réflexion. Je pense que vous devriez vous la mener, c'est bien. Moi je dis on devrait voir, mais attendez, il faut organiser. Pourquoi est-ce que les prédécesseurs ont un point de vue radicalement différent de ceux qui leur ont juste succédé et pourquoi ils l'expriment en public? Et puis c'est pas, je m'excuse, c'est Dominique Baranaki, c'est pas un zozo, hein. C'est robuste, hein. C'est une robustesse que tout le monde connaît. Hein.